Bonjour, Bonjour. nous sommes heureux de vous proposer ce webinaire à l'occasion de la sortie de l'édition 2024 de notre étude qui s'appelle le Baromètre mondial de l'innovation alimentaire. C'est un webinaire qui sera présenté du coup par Audrey Ashworth, qui est la directrice de Ciel Paris, et de Xavier Terlet, qui est expert innovation et senior advisor chez Protein XTC. Donc, l'étude que nous allons vous présenter, elle est largement utilisée par les professionnels fabricants et distributeurs. Et bien sûr, elle est aussi utilisée par le CIAL et les CIAL partout dans le monde, dans le cadre du partenariat que CIAL Network a avec Protein XTC, un partenariat sur l'ensemble des sujets innovation et tendance. Donc, pour commencer, pour vous donner un peu l'ordre du jour, donc Audrey nous apportera quelques informations sur l'important rendez-vous qu'est le CIAL Paris qui arrive en octobre. Et ensuite, Xavier nous présentera les points clés du coup de l'étude. Et enfin, on finira par une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. On sait que votre temps il est compté, donc on mise sur un webinaire qui dure 45 minutes. Mais normalement, ça doit être suffisant pour vous apporter l'essentiel de l'information sur cette édition 2024 du baromètre. Et bien, du coup, on va laisser la parole à Audrey. Merci Anne-Claire. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Audrey Ashworth, directrice de Ciel Paris. Plus que jamais, c'est le rendez-vous mondial de l'innovation alimentaire dont nous allons célébrer les 60 ans en octobre prochain, tous ensemble, je l'espère. Un grand merci à toute l'équipe de Protein XTC de m'avoir conviée aujourd'hui en tant que grand témoin. Je suis, tout comme vous, j'imagine, impatiente de découvrir les résultats du baromètre de l'innovation alimentaire mondiale. Depuis son lancement, nous sommes partenaires, comme le disait Anne-Claire, et utilisateurs de ce baromètre, notamment dans notre approche de Ciel Insight, qui est un véritable cahier de tendance avec pour vocation d'éclairer la communauté food en matière d'innovation, d'habitudes de consommation et de restauration. Mais avant donc de parler de Ciel Paris, permettez-moi de le replacer au cœur de la galaxie de salons professionnels relativement vaste que nous avons, puisque 11 événements vont avoir lieu en 2024 à travers le monde, des Amériques à l'Asie, en passant évidemment par l'Europe et Ciel Paris. En totalité, ce sont plus de 17 000 exposants que nous accueillons sur ces salons, 700 000 visiteurs qui se rencontrent chaque année sur le réseau, avec 2500 innovations qui sont présentées sur les 10 secteurs de l'agroalimentaire que nous avons. En quelque sorte, il s'agit d'un véritable observatoire des innovations au niveau international. Et puis, comme sur Ciel Paris, grâce aux 2500 journalistes présents, les événements sont une véritable caisse de résonance pour les entreprises et leurs innovations. Alors, Ciel Paris, comme toujours, c'est donc un événement majeur. Et, il est placé sous la thématique que nous avions déjà en 2022, On the Change, donc tous acteurs du changement. Et la prochaine édition de Ciel Paris se présente très, très bien, comme même une édition record, puisque, je vous l'annonce un petit peu en avant-première, le salon est sold out. Donc, on va avoir une édition incroyable. Ce sont plus de 7500 exposants qui vont nous présenter leurs produits cette année sur les 250 000 mètres carrés de Paris-Nord-Villepinte, qui se trouve entièrement sectorisé pour cette édition, et ça, c'est une nouveauté. 285 000 professionnels sont attendus en provenance du monde entier, avec une répartition un tiers France, un tiers Europe, un tiers grand international. Tous les types d'acheteurs sont présents, de l'import-export à l'hôtellerie, RHD et en passant bien sûr par les distributeurs. Pour rappel, en 2022, c'était plus de 50 milliards d'euros qui étaient présents en pouvoir d'achat de ces acheteurs sur le salon. Donc voilà, une belle édition qui se prépare. Mais au-delà de notre mission première qui est de faciliter la rencontre en vue de faire du
du business, voilà, entre exposants et acheteurs. Ciel Paris se construit toujours autour d'autres piliers, de 3 autres piliers visant à guider dans la prise de hauteur, de promouvoir la contribution de chacun et l'engagement dans la transition alimentaire, et bien sûr de partager cette passion que nous avons de découvrir et goûter des produits. Pour ces raisons, Ciel Paris, c'est aussi bien et du contenu, donc je vous le disais avec Ciel Innovation notamment, et un panel d'animation dont Ciel Innovation, dont je vais parler un peu plus tard. Mais globalement, là, ce que vous avez sur l'écran, donc nous avons les Ciel Talks avec des conférences, des prises de parole et des débats entre professionnels et experts. Ciel Startup, c'est un village réunissant la plus grande food tech au monde, donc qui triple par rapport à 2022 sur ce village, sachant qu'on a plus de 650, 700 startups présentes sur le salon. Ciel Pitch, c'est la possibilité cette année renforcée à ces startups de prendre la parole devant des investisseurs internationaux. Ciel Summit, une nouveauté, c'est un nouveau format de conférence avec des prises de parole, des tables rondes, du networking, enfin des rencontres autour des thématiques, 4 thématiques RSE, AI, intelligence artificielle, deep tech, l'approvisionnement, la supply chain et un sommet Afrique. Et puis, nous avons une nouveauté qui est Ciel Taste. Donc, c'est un petit peu la brique qui manquait à Ciel Innovation, de pouvoir goûter les produits présents sur Ciel Innovation. Donc là, c'est chose voilà, réparée, entre guillemets, donc avec, qui sera à proximité immédiate de Ciel Inno. Et donc, bien sûr, Ciel Innovation, associé à Ciel Insight, ce qui est le lieu, le poumon, le cœur du salon, qui est le lieu de décodage et de révélation des tendances de consommation de l'agroalimentaire. Donc, juste encore un petit mot sur Ciel Innovation, qui est le concours historique de Ciel Paris, qui reste placé sur l'avant du hall 6. Pour l'anecdote, c'est un lieu qui n'a jamais bougé depuis la création de Ciel Innovation. Et c'est un concours qui est réservé donc aux exposants de Ciel Paris et qui en fait un événement majeur sur le salon, un événement dans l'événement. Ciel Innovation, c'est là, vous avez les chiffres de 2022, mais nous attendons plus de 2500 produits inscrits cette année, plus de à peu près 1000 produits sélectionnés, et toujours cette certification reconnue par les professionnels de l'industrie, 3 grands prix or, argent, bronze sélectionnés parmi les 14 prix sectoriels et les 6 prix spéciaux, avec des nouveautés cette année, mais voilà, il faudra venir pour les voir. Et puis, bien sûr, des retombées presse médiatiques garanties, puisque c'est un espace qui est visité par l'ensemble des délégations officielles et presse qui passe sur le salon. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à passer la parole à Xavier. J'espère que je vous ai donné une petite revue rapide de Ciel Paris, et de vous donner rendez-vous du 19 au 23 octobre pour célébrer ensemble les 60 ans du salon. À toi, Xavier. Merci, merci Audrey. Donc oui, rendez-vous sur le salon, hein. Mais d'ici là, je confirme, hein, effectivement les chiffres supérieurs que tu peux annoncer en termes d'innovation, parce que c'est des choses qu'on va voir maintenant. Il semble que 2024, il y a un redémarrage, et tant mieux, de l'innovation alimentaire. Alors, on va parler de cette étude du baromètre mondial de l'innovation alimentaire. Avant tout, 2 petits mots en termes de méthodologie. Donc, c'est une étude barométrique, c'est une étude qui existe depuis 1995, donc qui ne date pas d'hier, et qui chaque année étudie, analyse l'innovation, l'offre nouvelle dans le monde. Toute l'innovation alimentaire
les marques nationales, les marques de distributeurs, toutes les catégories sont analysées. Alors, elle sert effectivement, elle apporte des éléments à la fois de réflexion, à la fois de prospective, hein, pour tous ceux qui sont engagés dans des développements de produits, de l'innovation, que ce soit les industriels eux-mêmes, les fournisseurs de ces industriels, les produits alimentaires intermédiaires, etc., et bien sûr aussi les distributeurs. Alors, en termes, donc on le disait, 25 années d'historique, comment nous procédons? Nous analysons toutes ces innovations qui apparaissent à travers le monde, donc grâce à notre base de données qui s'appelle Inspire New Food Data, une base de données qui recense l'ensemble des nouveaux produits qui apparaissent dans le monde et surtout qui critérise, qui précise, qui formalise leur caractère innovant et qui critérise ces caractères innovants sur une matrice que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle l'arbre des tendances, autour des grandes revendications du consommateur, que sont le plaisir, la santé, la forme, la praticité ou l'éthique, les tendances, comment évoluent ces tendances et quels sont les nouveaux leviers utilisés justement par les industriels. Alors, on utilise ces résultats, on essaye d'analyser ces résultats, bien sûr, en termes de tendance au niveau monde, mais bien sûr, on analyse les corpus par région du monde, les continents, les pays, tous les pays qui ont une offre significative en termes de produits alimentaires sont analysés, et bien sûr également toutes les catégories. On est capable donc d'analyser la catégorie ultra frais, par exemple, dans tel ou tel pays, et voir comment elle se développe, quels sont les nouveaux leviers utilisés dans le pays en question. Alors, ces leviers, justement, on en montrera quelques-uns tout à l'heure. Hein, c'est tous les leviers d'innovation. Ce qu'on appelle un levier d'innovation, c'est une manière de faire aujourd'hui. Comment les industriels jouent le végétal, comment les industriels jouent la praticité, comment les industriels jouent l'écologie, etc. Quelles sont les nouvelles manières d'innover proposées par les industriels. Hein, c'est bien une observation de l'ensemble de l'offre qui est intéressante, et ce que l'on fait d'ailleurs à travers avec le CIAL, c'est qu'on met cette évolution de l'offre en rapport avec l'évolution du consommateur, et on fait ça avec nos partenaires qui sont Kantar, qui étudie les consommateurs, bien sûr, à travers le monde, et Circana. Alors, quelles sont les données clés et les grands enseignements de cette étude? Donc là, je vais être forcément réducteur puisqu'on a peu de temps, on a une demi-heure, mais je vais essayer de vous apporter les éléments qui me semblent essentiels à connaître et je l'espère, vous inciteront à regarder plus en détail dans cette étude et vous procurer cette étude. Et là, Anne-Claire vous donnera la manière de faire plus tard. Alors, quelles sont les données clés? Déjà, on peut voir, donc, on avait connu une baisse historique en 2022 de l'innovation. En 2023, ça repart doucement dans le monde. Hein, 2022 par rapport à 2021, moins 12,7% de l'innovation. Donc, c'est un recul historique. Je n'avais jamais vu ça en 20-25 ans d'observation. Mais ça repart, on le voit, ça repart doucement, presque 4%, 4% de plus par rapport à l'année dernière. Donc voilà, restons optimistes. Mais quand on regarde ce qui se passe sur la France, alors bien sûr on fait l'ensemble des pays, mais là uniquement la France, on a vu un décrochage encore plus important en 2022 par rapport à 2021. Beaucoup de projets innovants, beaucoup de projets avaient été stoppés par les industriels eux-mêmes. Bon, on connaît les raisons. Après le Covid, l'inflation, donc les consommateurs allaient vers les produits essentiels, donc l'innovation a été vraiment ralentie. Eh bien, on voit que ça repart également, hein, plus 8,2% cette année, en 2023, par rapport à 2022. Alors, maintenant, rapidement, on me pose souvent la question, quelles sont les catégories les plus innovantes? Alors, au niveau mondial, eh bien, comme toujours, les boissons rafraîchissantes sans alcool, hein, les boissons sans alcool, c'est sans doute la catégorie qui a peut-être le plus besoin de nouveautés.
plus besoin d'innovation, peut-être aussi une des catégories où je dirais, le plus facile d'innover, puisqu'on innove souvent sur des thématiques de variété de goût, de variété d'essence. Hein. Donc, c'est traditionnellement une catégorie qui est très innovante. Et là, on le voit, presque un nouveau produit sur 10 lancé l'année dernière dans le monde était une boisson sans alcool. Ce que l'on constate qui est un petit peu plus nouveau au niveau mondial, c'est l'émergence les positions intéressantes des surgelés salés et de l'épicerie apéritif. Et on le doit sans doute, parce que beaucoup de références nouvelles qui tournent autour du végétal, hein, avec par exemple des produits apéritifs avec des légumineuses, des plats surgelés salés ou des plats cuisinés à base végétaux, par exemple, etc., qui ont dynamisé ces catégories. Si on regarde sur le marché français, sur le marché français, et là, les surgelés salés sont en première position, les boissons sans alcool en deuxième position. Et bien là, effectivement, sur le marché français, ce sont ces dynamiques du végétal, de la naturalité, voire de l'écologie, qui ont boosté cette catégorie. Et on le voit, c'est assez surprenant et intéressant de voir que la boucherie-charcuterie-volaille est une catégorie qui résiste bien, en tout cas qui innove, dans un contexte où on parle beaucoup de végétalisation de l'alimentation. En tout cas, il y a une réaction sans doute des industriels de cette catégorie, puisque la catégorie se situe quand même sur le podium. Alors, je citais tout à l'heure l'arbre des tendances, hein, qui est notre matrice historique d'analyse de l'innovation. Alors, pour faire vite, imaginons que notre consommateur, c'est le tronc de l'arbre. Hein. Le tronc de l'arbre, un arbre, ça a des racines, on va dire que c'est ses habitudes, sa culture. Eh bien, notre consommateur, il a des grandes revendications que sont... principalement, on en parlera, mais le plaisir avec des garanties de santé, des garanties de forme, d'apparence, des garanties de praticité et d'éthique. Les petits ronds que vous voyez sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les tendances, et les petites feuilles, ce sont les leviers d'innovation, les manières de faire, justement, ces feuilles qui vont et viennent, hein, chaque année qui disparaissent et réapparaissent. Eh bien, ce sont ces nouvelles manières de faire. C'est ce que nous observons chez ProteinXTC, toutes les innovations dans le monde, et quels sont les nouveaux leviers, les caractères innovants et les nouveaux leviers utilisés. Alors, ça nous permet de critériser, de regarder comment évoluent les choses. Voilà le monde, l'innovation alimentaire dans le monde en 2023, segmenté par grands axes, ce qu'on appelle les axes d'innovation. On voit, eh bien, et c'est traditionnel, le plaisir est majoritaire, l'alimentaire est avant tout affaire de plaisir, on ne l'oublie pas, et donc l'offre correspond évidemment à ça, puisqu'on a plus d'un nouveau produit sur 2 lancé dans le monde qui joue la carte plaisir avant tout, et derrière une offre et des promesses de santé, alors de santé, que ce soit des santé fonctionnelles, mais surtout de santé sécuritaire, de naturalité, qui interviennent beaucoup. La forme dans une moindre mesure, la praticité également, on va en revenir, et l'éthique à 6,4%. L'éthique, c'est l'écologie, l'éthique, c'est la citoyenneté, l'éthique, c'est la solidarité, toutes ces dimensions qui ont pris beaucoup d'importance ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, une dizaine d'années, l'offre éthique était véritablement marginale, et aujourd'hui, elle atteint 6,4%. Alors, si on regarde plus avant, dans les autres régions du monde, là on va s'arrêter au continent, évidemment cette analyse on le fait par pays, eh bien qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque principalement par exemple que cette prégnance du plaisir, on la retrouve principalement en Europe, et dans une moindre mesure en Amérique latine et en Asie, où dans ces 2 derniers continents, l'innovation santé est plus importante. Elle se traduit différemment selon les pays, mais d'une manière générale, la santé en Asie et la santé en Amérique latine sont plus importantes que sur les autres continents. Si on regarde plus précisément
voilà, quels sont les axes et les tendances d'innovation en France. Donc, on voit que là, une surpondération, si j'ose dire, de l'offre plaisir. La France est sans doute le pays de l'innovation plaisir, c'est clair, puisqu'on atteint on atteint presque des sommets, vraiment une nette progression par rapport à l'année précédente. Alors, c'est vrai que en alimentaire, le plaisir a son importance, surtout dans les périodes de crise que l'on a connues ces dernières années, que ce soit le Covid ou l'inflation. L'alimentation est souvent, pour le consommateur, une des sources de petits plaisirs plus faciles que d'autres. Et le consommateur utilise l'alimentation pour se faire plaisir dans tous les moments de la journée. Donc on voit en période de crise et en période un petit peu difficile, une surpondération de l'innovation plaisir, et avec, à l'inverse, une baisse de la santé, on va en parler, une baisse de la naturalité et une baisse de l'éthique, justement, qui est à signaler. Si on rentre plus précisément, on voit que cette dimension du plaisir est plutôt on joue plutôt l'offre des nouveaux goûts, des nouvelles textures, des nouveaux imaginaires, si j'ose dire, dans ce qu'on appelle, nous, la variété des sens. C'est peut-être aussi l'innovation, je le disais tout à l'heure pour les boissons sans alcool, l'innovation la plus facile. Hein, quand on a une gamme de vanille fraîche chocolat, il est plus facile de faire pistache que de proposer un nouvel emballage ou une nouvelle recette, d'une nouvelle composition nutritionnelle, par exemple. Donc, c'est une innovation plus facile, mais en tout cas qui correspond aux attentes du consommateur aujourd'hui. Et ce que l'on constate également, et on va en parler, c'est une baisse de ce que j'appelle, moi, les tendances de la transition alimentaire. Alors, je ne dis pas une baisse des tendances, mais une baisse de l'offre, très clairement. Alors, pour revenir sur les dimensions plaisir, là, j'ai pris, alors, ce n'est pas des informations de Protéines XTC, des informations de Nielsen, c'était pour bien montrer cela, c'est-à-dire les meilleures innovations 2023 en termes de chiffre d'affaires. Donc là, c'est Nielsen, c'est le panel Nielsen qui nous les donne. Qu'est-ce qu'on peut constater en alimentaire ? Qu'est-ce qu'on peut constater en alimentaire? Voilà, l'animation fonctionne. Eh bien, que le premier, c'est une bière tropicale ici, et puis les deux produits Ferrero Kinder qui apparaissent, qui sont donc parmi les meilleures ventes d'innovation lancées en 2023. Et ce que l'on peut constater, c'est du plaisir et du plaisir. Là, on ne voit pas aujourd'hui, à ce titre-là, on ne voit pas de santé, on ne voit pas forcément d'écologie, on ne voit pas forcément de levier de transition qui sont actionnés ici. C'est vraiment, on offre du plaisir aux consommateurs. Et si on élargit un petit peu et qu'on regarde le top 20, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on voit iPro quand même, iPro de Danone avec un produit hyper protéiné. Cette tendance de la protéine, on en parlera tout à l'heure, qui est peut-être aussi une conséquence de la végétalisation de l'alimentation, hein, donc des consommateurs qui vont rechercher leur dose, entre guillemets, de protéines ailleurs, avec d'autres choses. On va voir les légumineuses, et bien sûr, ici, par exemple, sur ce type de produits laitiers. Et bien sûr, et cinquième produit de ce top 20 alimentaire, Lindt, donc excellente feuilletée, donc là aussi, qui joue sur les attentes de plaisir du consommateur. Donc, là, il y a un petit décalage dans les chiffres. Alors, voilà, simplement, alors on va essayer de les lire. On va essayer de les lire. Alors, je le disais tout à l'heure, on observe une baisse de la dynamique de la transition alimentaire, de l'offre transition alimentaire. On va y revenir après, essayer de comprendre les raisons. L'innovation qu'on appelle, nous, naturalité, on y intègre le bio, c'est-à-dire des produits plus naturels, moins d'intrants, voilà, qui apportent une certaine garantie d'innocuité aux consommateurs. Donc, de 2022 par rapport à 2021, on a eu une baisse de 2,9 points et l'innovation écologie, une baisse de 0,4 points. Bon, c'est un signe, c'est une baisse. On pourrait penser que c'est en progression, non, c'est en baisse. Et de 2023 par rapport à 2022, toujours cette baisse. Cette baisse est encore plus marquée en France, puisque de 22 par rapport à 21, on était à moins 6,7 pour l'innovation naturalité et à moins 1,4 pour l'innovation écologie.
biologie, et cette baisse continue sur la période 23 par rapport à 22. Donc cette baisse je dirais, de la dynamique transition alimentaire, essayons de l'observer. Alors par exemple en France, oui, une baisse de la dynamique de l'innovation bio. On a, bon, on connaît le succès du bio depuis une dizaine d'années, puisque en termes de consommation, on a eu des progressions à 2 chiffres jusqu'à 2019-2020, 21. C'était vraiment un marché très dynamique et les consommateurs répondaient à cette offre nouvelle. Cette offre nouvelle, peut-être un peu trop, puisque là, vous voyez sur les chiffres qu'en 2019 et 2020, on était à plus de 30%, c'est-à-dire il y avait pratiquement un nouveau produit sur 3 lancé chaque année qui était bio. On le sait, après les initiateurs du bio, hein, les fabricants historiques qui œuvraient pour le bio, hein, en France, on peut citer, on ne va pas les citer, mais il y en avait quelques-uns que l'on connaît bien. Aujourd'hui, on a eu les marques distributeurs sont toutes venues sur le bio. Tous les industriels, toutes les grandes marques nationales sont venues sur le bio à partir de 2016, 2017, 2018, où toutes les grandes marques avaient leurs références bio. Peut-être une offre bio trop importante par rapport à la demande et sans véritablement de différenciation. Au-delà d'être bio, on avait du riz bio, on avait des pâtes bio, on avait, voilà. Donc peut-être qu'un manque de différenciation, donc beaucoup aussi d'échecs. Et puis est arrivé effectivement la crise et l'inflation qui... les produits bio, peut-être un problème de prix, au-delà d'un problème d'offre, peut-être un problème de prix. On nous dit souvent que les produits bio sont entre 20 et 30% plus chers que les produits conventionnels. C'est pas vrai, la moyenne est autour de 70%. Et il n'est pas rare de trouver des produits qui sont 2 fois, voire 3 fois plus chers que leurs homologues conventionnels. Donc, en période inflationniste, effectivement, le consommateur n'y allait plus, il y allait moins en tout cas, ce qui effectivement a découragé sans doute les industriels, où l'offre est en train de diminuer, même si en 2023, on observe une stagnation par rapport à 2022, mais en tout cas, on voit une baisse importante depuis les années 2019 et 2020. Alors, ce qu'on voit sur l'offre bio, on le constate également sur le végétal, puisque le végétal amorce une baisse. On avait eu... alors, il y a eu des mouvements, hein, puisqu'on voit en 2016, il y a eu une baisse qui s'est orchestrée, puis c'est reparti. C'est reparti en 2022. Je rappelle, par exemple, au Cial 2022, on avait pratiquement un nouveau produit sur 4 présenté à l'opération Cial Innovation qui mettait en avant son caractère végétal, que ce soit un produit de substitut végétal ou un produit qui clairement mettait en avant, qui était destiné aux véganes, végétariens, voire flexitariens. Donc 1 sur 4, c'est beaucoup d'innovation. Peut-être là aussi beaucoup de produits qui se ressemblaient, peut-être et des produits chers. Donc aujourd'hui, peut-être que les industriels retravaillent leur gamme. En tout cas, on observe une baisse de l'offre végétale par rapport à l'année précédente. Alors, on a vu les très grands mouvements, bien sûr, tous ces chiffres-là existent par catégorie, existent par pays dans l'étude, hein, donc on ne rentre pas dans le détail, on a essayé de vous apporter des premiers signaux au niveau mondial et sur le marché français. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, vous savez que cette étude, donc on observe tous les leviers d'innovation, il y a, je crois, près de 150 dans cette étude, nouveaux leviers d'innovation qui ont été repérés, c'est-à-dire de nouvelles manières de faire, des choses qu'on a notées qui nous paraissent intéressantes. Donc c'est une touche d'inspiration intéressante pour tous ceux qui innovent, de regarder comment d'autres font à travers le monde. Donc ce que l'on a noté, on va regarder par axe, si vous voulez bien, par tendance, ce que l'on a pu noter. Alors, encore une fois, c'est une sélection. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'intégralité de l'étude, mais on va regarder. Un exemple, par exemple, la tendance sophistication, donc c'est-à-dire le plaisir par la premiumisation. C'est les produits un petit peu exceptionnels, les produits où on se fait plaisir avec des produits premium.
eh bien, la premiumisation dans le domaine de la viande, on l'a connue, avec par exemple, dans le domaine de la viande de bœuf, avec des races à viande, etc. On observe le même phénomène sur le porc, par exemple. Voilà, la viande de porc se premiumise, où on parle maintenant de races de porc, voilà, avec des animaux élevés en plein air, etc., avec une nourriture spécifique. C'est-à-dire qu'on valorise l'animal, etc. Donc, on le voyait tout à l'heure, il y a par rapport à la végétalisation justement de l'alimentation et de cette offre nouvelle végétale qui arrive, eh bien, les produits carnés réagissent par l'innovation et en améliorant l'offre et en optimisant l'offre et notamment en sécurisant, en apportant des éléments de sécurité et de plaisir aux consommateurs. L'exotisme. Alors, l'exotisme, une tendance évidemment très forte et qui suce si l'on s'en sert, si j'ose dire, puisque ce qui était exotique hier l'est plus aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs directions pour innover en exotisme. C'est de l'exploration gastronomique, c'est d'aller sur des territoires que l'on connaît moins, que l'on ne connaît pas en termes de gastronomie, ou c'est d'aller plus précisément dans une région qu'on connaît. Hein. Si on connaît le couscous, bon, c'est pas forcément exotique, on connaît ça par cœur, mais peut-être que la recette de Marrakech, eh ben, voilà, c'est une manière de préciser et d'exotiser quelque chose qui pourrait s'être banalisé. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, et ce que je dis toujours en matière d'exotisme, quand on veut regarder l'exotisme pour la grande consommation, ben, il faut regarder ce qui se passe en restauration, puisque eh bien, chacun d'entre nous, j'imagine, les premiers sushis qu'on a consommés, on les a consommés dans un restaurant japonais et pas ceux qu'on a achetés dans un supermarché. Eh bien, on est initié en matière d'exotisme par la restauration. Donc, regardons ce qui se passe en matière de restauration aujourd'hui, par exemple sur le marché français. La restauration coréenne se développe fortement, donc s'est développé fortement, donc à suivre. Effectivement, on a une véritable développement de l'offre innovante d'origine coréenne. Également d'autres territoires, le Levant, le pourtour méditerranéen qui se spécialise, et puis un exotisme apporté aussi par la végétalisation hein, que l'on constate aujourd'hui, notamment avec l'intérêt pour les légumineuses. Hein, les légumineuses, donc les haricots, les pois chiches, les lentilles, etc., eh bien, rentrent dans la composition de nouveaux produits exotiques qui sont intéressants, et notamment mélange légumineuses-céréales. Hein, tous les nutritionnistes disent que c'est le cocktail parfait en termes de nutrition. Bah, c'est aussi un cocktail que l'on retrouve dans nombre de recettes exotiques, comme le dal, c'est lentilles et riz, le chili, haricots rouges et maïs, ou le couscous, hein, semoule et pois chiches. Voilà, les choses historiques, mais qui aujourd'hui retrouvent de l'intérêt à la faveur de la végétalisation de l'alimentation. Variété des goûts, variété des sens, un levier parmi beaucoup d'autres évidemment, ben c'est la cacahuète. La cacahuète revient partout. Alors la cacahuète est un ingrédient particulièrement intéressant parce que c'est un ingrédient plaisir avec un goût puissant. Depuis plusieurs années, on est sur un retour des goûts puissants. Hein. On peut parler de la truffe, on peut parler du gingembre, on peut parler de choses comme ça. On n'est pas dans des goûts consensuels. Hein. C'est j'aime ou j'aime pas, mais quand j'aime, j'aime. Eh bien la cacahuète, c'est un petit peu la même chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité de texture, d'apport de texture, que tous les pâtissiers connaissent bien la cacahuète pour l'utiliser et apporter à la fois du goût et de la texture. Et puis, la cacahuète, c'est aussi un des bénéfices nutritionnels parce que c'est la graine avec les plus grands taux de bons acides gras. Et puis également, c'est une graine écologique qui nécessite peu d'eau pour pousser, donc elle a beaucoup de qualité et on la retrouve dans de multiples recettes, pas forcément sucrées, ça peut être aussi des recettes salées, des recettes exotiques, où la cacahuète, par exemple, on peut parler de recettes lémafées, hein, recettes africaines, ou des recettes du sud-est asiatique, par exemple, exotiques avec la cacahuète, et d'autres, là, Andros a lancé Binut cette année, Ferrero Nutella, version cacahuète aux États-Unis, a été lancé également l'année dernière. Alors, fun,
cette tendance du fun, c'est-à-dire jouer, avoir une relation un peu ludique avec le consommateur, une tendance qui avait perdu de sa superbe et qui revient, peut-être parce on a besoin de clin d'œil, on a besoin de sourire de temps en temps, et l'alimentation peut permettre ça. Hein. Je dirais, sur le marché français, on se souvient que Daily a lancé pour la fête des pères son sucre papa, par exemple. Voilà, c'est un peu un second degré. D'autres on voit des petites choses comme ça qui sont assez amusantes. Ça, c'est pas vraiment de la grande innovation, mais je veux dire que ça participe aussi à ce que, eh bien, l'alimentation puisse un peu apporter de gaieté, un peu de légèreté dans le quotidien du consommateur. Alors là, cet exemple-là, c'est une bière qui est assez amusante. Qui a été lancée en 2022 au moment de la Coupe du Monde, hein, mais qui a eu du succès après. Elle a été voilà, à l'eau bénite dans l'espoir de la gagner, la Coupe du Monde pour le Costa Rica. Bon, vous le savez, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, la bière a marché puisqu'elle a eu un beau succès. Un beau succès, donc comme quoi sourire avec le consommateur, ça peut fonctionner. Alors, pour rester dans le domaine de la bière, un autre produit, et cette fois-ci en France, où cet intervenant à l'occasion du Dry January voilà, a créé le calendrier de l'après, une bière par jour, pour consommer après les fêtes. Bon, bah, pourquoi pas, c'est amusant. Et pour terminer sur la bière, il s'est lancé en Chine. C'était l'année du lapin l'année dernière. Bah, l'année du lapin, le lapin aime les carottes, donc on fait une bière à la carotte. Voilà, bon, le produit paraît-il, bien fonctionné. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette année, je crois que c'est l'année du dragon, je ne sais pas à quoi elle sera aromatisée, mais on observera et on vous dira ça l'année prochaine. Donc plus sérieusement peut-être, on revient vers les leviers d'innovation autour de l'axe santé. La naturalité. Alors, naturalité, une tendance historique, avec beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des produits bio, des produits sans, hein, sans intrants, sans pesticides, etc. Qu'on l'on voit aujourd'hui, notamment dans l'univers des produits laitiers, des produits carnés, c'est la nourriture du bétail, la nourriture des animaux, et là ici, par exemple, pour l'île d'Amer, la garantie d'une alimentation naturelle, puisque l'élevage au pâturage se développe, et on a une réassurance, ici vous le voyez sur ce produit, donc qui nous dit, voilà, format malin, d'accord, mais avec du bon lait issu avec des vaches qui ont été au pâturage. Donc ça, c'est cette dimension, ce levier de l'alimentation du bétail intervient de plus en plus. Hein. C'est des choses que l'on connaît, mais qui se font de plus en plus, avec par exemple Bleu Blanc Cœur, etc. Donc des animaux mieux nourris garantissent une alimentation plus sécurisante pour le consommateur. Le végétal, évidemment. Le végétal, ce qu'il faut noter sur le végétal, au-delà de l'importance des nouveautés qui arrivent, beaucoup alors on va dire de steaks végétaux, hein, on ne sait pas si on a le droit de le dire ou pas, mais bon, le consommateur les appelle comme ça de toute façon, ou des saucisses végétales ou des boulettes végétales. Disons qu'il y en a beaucoup, elles se ressemblent tous. Alors aujourd'hui, leur enjeu, leur combat, c'est de faire des produits qui soient le moins ultra transformés possible. C'est pas forcément simple, et de faire des produits qui soient bons. C'est pas forcément simple non plus. Mais en tout cas, on observe beaucoup de produits substituts carnés qui arrivent, un peu moins de produits substituts de fromage, encore moins substituts de poisson. Disons qu'au niveau organoleptique, il y a encore beaucoup de travail pour ces deux catégories-là. Hein. Mais il y a des choses qui se font, et même ce qui est intéressant de voir, c'est des grands industriels qui aujourd'hui rentrent dans cette catégorie avec une offre. Là, ici, c'est donc Bell avec la vache qui rit. Pardon, avec la vache qui rit, qui propose donc une version plant-based du produit la vache qui rit. C'est intéressant de voir ce que fait Bell d'une manière générale, justement sur cette dynamique de transition alimentaire et végétale, parce que ils rentrent par la quotidienneté du produit. Ce sont des produits du quotidien végétaux qui sont proposés ici aux consommateurs. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir de ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, c'est les grands groupes qui arrivent sur ces catégories-là.
En termes de santé, ce que l'on observe, un des leviers, parmi beaucoup d'autres aussi, que j'ai voulu mettre en avant ici, c'est l'apport en protéines et notamment un apport en protéines pour deux cibles que sont les sportifs. Enfin, les sportifs. Ça peut être aussi les sportifs du dimanche, hein, ceux qui font un peu de sport et qui veulent une alimentation adaptée. Donc, on observe, et ça vient notamment des pays anglo-saxons, et on observe aussi, on le voit avec iPro par exemple, dont on parlait tout à l'heure, on le voit, une offre qui se destine plutôt aux gens qui sont dans une dynamique de sport. Ce n'est pas forcément des sportifs de haut niveau, hein, mais avec une alimentation qui soit pas une alimentation trop spécifique, mais qui soit proche du quotidien, comme on le voit ici avec Snickers, donc une marque bien connue de snacking, qui se destine, en l'occurrence là ici, avec l'apport en protéines aux sportifs, également aux seniors. Ce qui est important de voir, on le constate nous dans l'offre, c'est que l'offre senior jusqu'à présent se cachait un peu. C'est comme les cosmétiques seniors, on ne montre pas de vieilles personnes, et bien maintenant c'est peut-être les évolutions de toutes les démarches inclusives, peut-être. En tout cas, les seniors ne se cachent plus, et il n'est pas rare de voir des personnes âgées en photo ou en illustration sur les packagings de produits alimentaires aujourd'hui, comme si on n'avait plus honte de proposer des produits pour les seniors. Voilà, donc c'est une dynamique qui me semble intéressante à observer. L'axe forme, la forme, c'est l'apparence, hein, c'est particulier par exemple la minceur. Des leviers de la minceur, on en connaît beaucoup. Un nouveau parmi d'autres, c'est évidemment le moins d'alcool. On observe une évolution intéressante des produits qui affichent un taux d'alcool moindre, voire sans alcool. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution aussi de ces produits plaisir. Aujourd'hui, les recettes sont beaucoup plus élaborées. Là aussi, c'est plus du sans-alcool punitif, entre guillemets, mais plutôt positif, avec des produits sympathiques, plutôt légers, etc., qui se valorisent. On a vraiment une valorisation aujourd'hui de l'offre sans alcool en termes de positionnement, si j'ose dire. L'énergie bien-être, beaucoup de leviers sur l'énergie bien-être. On a une tendance qui évolue, en force aujourd'hui, avec, on le voit avec parfois des produits des produits indiens, des produits qui jouent un petit peu sur le spirituel, etc. Mais là, un phénomène à observer. C'est un phénomène, c'est le succès du vinaigre de cidre qui est détourné de son utilisation d'aromatisation. Enfin, ça ne sert pas qu'à faire des salades aujourd'hui, le vinaigre de cidre. Beaucoup, dans la presse féminine, beaucoup d'influenceuses également font la promotion du vinaigre de cidre pour ses effets, avec des guillemets, hein, de bénéfices santé et de bénéfices cosmétiques. De fait, on a des produits qui arrivent sur le marché qui changent un petit peu de positionnement avec des promesses un petit peu différentes. Voilà, c'est un phénomène, c'est sans doute ponctuel, mais un phénomène qui était intéressant de constater. L'aspect cosmétique, alors c'est une tendance relative qui a toujours été faible, qui se caractérise plutôt en Asie, même si on a eu, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, hein, des produits, des grands échecs en France, hein, et Sun 6 de Danone pour ne pas le citer. Il y a eu beaucoup d'initiatives. L'alimentation, moins manger peut donner mauvaise mine, donc bien manger peut, à contrario, donner sans doute bonne mine, et c'est des leviers qui peuvent être utilisés. Alors, on observe ça en Asie, souvent, enfin un petit peu. Ce que l'on voit, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces produits qui étaient rarement de source alimentaire, véritablement, aujourd'hui, ce sont des industriels de l'alimentation qui les proposent, des laboratoires aussi qui les proposent en termes de compléments alimentaires, par exemple. Et aujourd'hui, les frontières sont un peu s'estomper. C'est-à-dire que les compléments alimentaires, eh bien, l'industrie alimentaire s'y intéresse beaucoup, tout comme les laboratoires s'intéressent beaucoup aux galéniques, si j'ose dire, alimentaires. On le voit par exemple avec les shots, comme c'est le cas ici, hein, des boissons à prendre
en shot, ou les gummies, hein, qui sont des formats de bonbons, donc des formats alimentaires qui sont en très fort développement côté laboratoire. Donc on voit des frontières qui s'estompent un petit peu, à la fois côté industriel, laboratoire industriel, les intervenants sont multiples aujourd'hui, et en termes de galénique, c'est pas seulement des compléments alimentaires traditionnels, mais plus des produits qui se rapprochent de la forme alimentaire. En termes de praticité, on parlait des seniors tout à l'heure, oui, on voit que c'est une tendance qui n'est pas en forte évolution, un axe qui n'est pas en forte évolution, notamment la manipulation, alors qu'il y a des gros besoins, hein. Il suffit d'entendre les critiques des consommateurs sur certains produits. Il y a aujourd'hui la population vieillit, troisième âge, quatrième, voire cinquième âge, et même pour beaucoup d'entre nous, il est parfois extrêmement difficile d'ouvrir un pot de confiture, hein. Je veux dire que c'est ou une boîte de conserve, ou un bocal de conserve. C'est très difficile, donc il y a des attentes, il y a beaucoup d'attentes et peu d'offres nouvelles. Il est intéressant là ici d'observer ce que fait Calvo en Espagne, qui promet tout simplement une facilité de sortir le thon de la boîte. Bon voilà, c'est des petites avantages ou des petites bénéfices proposés aux consommateurs qui ont leur importance, et notamment auprès de la cible senior. Donc voilà ce que l'on peut observer, même si cette innovation est encore, à mon sens, trop rare. Gain de temps. Le gain de temps est une attente du consommateur. Je dirais que ce n'est pas forcément le gain de temps, c'est peut-être l'optimisation du capital temps que peut avoir le consommateur. Ce qui est intéressant de voir, et là où il y a une attente aussi importante, c'est l'explosion du végétal sur les produits d'aide culinaire, notamment il y a une attente et il y a une offre qui est en train de se structurer. On a notre consommateur, notamment végétarien, qu'il soit vegan, végétarien ou flexitarien, et en particulier quelqu'un qui cuisine davantage que la moyenne. On le sait, et pourtant il a les mêmes exigences que tout le monde, c'est-à-dire faire son repas en 20 minutes le soir par exemple et aller vite, donc il a besoin d'être aidé pour ça, et il y a une attente d'aide culinaire végétale, et aujourd'hui l'offre commence à se développer, mais il y a encore, à mon avis, du travail, il y a encore du potentiel dans cette direction-là, donc aider aider à la cuisine végétale. De la même manière, nomadisme, il suffit d'aller dans certains magasins de snacking qui offrent par exemple des sandwichs pour tout un chacun. Quand il y a une référence végétale, c'est déjà bien. Et alors qu'il y a une attente, variété, une attente de plaisir, une attente qu'on ne retrouve pas encore. Donc là aussi, il y a une véritable attente de praticité nomade de produits pour ceux qui ont fait le choix de végétaliser leur alimentation. Là, il y a des choses nouvelles qui arrivent, très intéressantes, mais il y a encore, à mon avis, du potentiel. Enfin, et pour terminer sur l'axe éthique, donc l'axe éthique, c'est en premier lieu tout ce qui est solidaire, tout ce qui est... on connaît beaucoup de produits donc qui marchent en France. Parlons de C'est qui le patron, par exemple, hein. Eh bien, oui, un sujet d'actualité, c'est la juste rémunération des agriculteurs aujourd'hui. De plus en plus, les industriels jouent cette carte-là. C'est un point important pour le consommateur, c'est pas forcément le plus important, hein. Je rappelle que les études, globalement, montre que le consommateur au niveau alimentaire, c'est d'abord mon plaisir, ensuite ma santé, après la santé de ma planète. Ça passe un petit peu comme ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des revendications consommateurs. Elles sont affirmées, mais elles ne sont pas principales. Et donc, il est logique que des industriels comme le Sieur, par exemple, jouent cette carte-là. Et l'écologie. Alors, l'écologie aujourd'hui... On sent que les leviers de l'écologie va être l'empreinte carbone, même si on sait que le consommateur ne comprend pas
exactement de quoi il s'agit, mais l'empreinte carbone d'une manière générale, où on le voit ici avec cet exemple de produit qui nous rassure à ce niveau-là avec la distance des produits, le transport, l'empreinte CO2, l'empreinte carbone, etc., tous les éléments qui peuvent permettre justement de baisser cette empreinte carbone. Ça va être l'enjeu des industriels de demain, justement, puisque aujourd'hui, le consommateur, on le sait, aura cette information, hein, soit par l'industriel, soit par des tiers de confiance. Hein. On peut parler de Planet Score, on peut parler de choses comme ça. Et c'est un élément qui sera important pour le consommateur, cette idée d'empreinte carbone. Donc, nombre d'entreprises aujourd'hui travaillent à réduire l'empreinte carbone de leurs produits et à l'expliquer et à le prouver aux consommateurs. Voilà pour rapidement, donc, pour les leviers. Alors, c'est une sélection, encore une fois, hein, c'est une quinzaine de leviers, peut-être parmi 150 qui sont repérés dans l'étude Baromètre mondial de l'innovation alimentaire. Voilà, alors on pose souvent la question et est-ce qu'il y a des signaux faibles Alors, non, j'en vois un. Moi, j'en vois un qui est intéressant à observer. C'est que certains d'entre vous ont évidemment entendu parler. C'est ce qu'on appelle la fermentation de précision. On a tous entendu parler de la viande de synthèse, par exemple, etc. Bon, aujourd'hui, pas mal de startups travaillent sur ces dynamiques-là, mais c'est pas demain qu'on aura une bonne entrecôte de synthèse persillée. Non, ça ne se fait pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Il y a des pistes, mais il n'y a pas d'offre commercialisable. On n'en est pas encore là. En revanche, la fermentation de précision, ça va vite. Ça va assez vite. La fermentation de précision permet par exemple de faire, qui est une technologie globalement qui utilise les micro-organismes, hein, pour créer des protéines de lait, mais sans intervention animale. C'est important. Alors il y a beaucoup de startups qui travaillent dessus. Alors il y a Perfect Day aux États-Unis qui a été peut-être l'initiatrice à ce niveau-là. On connaît aussi Standing Ovation en France, par exemple. Et bien aujourd'hui, alors des signaux faibles parce qu'aujourd'hui, il y a une offre qui existe. Aujourd'hui, dans la gamme Nourish, que l'on connaît, la gamme Nourish de Bell, par exemple, où on a un produit fromage, produit laitier. C'est un produit laitier, mais qui n'a aucune intervention animale. Donc, on peut imaginer le potentiel, on parlait d'empreinte carbone tout à l'heure, le potentiel de ce type de produit, tout comme Nestlé avec Perfect Day toujours, qui commercialise, qui prépare des produits. Donc d'autres industriels, hein, au-delà de Nestlé et de Bell, travaillent dans cette direction. Et l'avenir va vite. Aujourd'hui, je pense que dans les prochaines années, on aura une offre. Alors, on n'aura sans doute pas un Roquefort avec des brebis de l'Aveyron AOP sans intervention animale. Je pense que moi, de mon point de vue, le fromage continuera à progresser, à se premiumiser, mais peut-être en termes d'ingrédients, peut-être que le fromage qui a une moindre importance, celui qui est sur nos pizzas par exemple, en termes d'ingrédients, pourra être de source non animale, si j'ose dire. Voilà, j'en ai terminé. J'ai été forcément réducteur parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans cette étude. Je vais laisser la parole à Anne-Claire qui va nous dire comment se la procurer, cette étude. Ouais. Merci Xavier pour cette belle overview. Bon, je ne sais pas si on a été un peu ambitieux dans le timing ou c'est Xavier qui est un peu bavard. J'ai dépassé ? Non, mais ça va, de 10 minutes. On vous laisse décider. En tout cas, oui, cette étude, elle est disponible dans son intégralité. Donc, comme vous l'aurez compris, elle s'adresse spécifiquement à tous ceux qui travaillent dans l'innovation, hein, de près ou de loin, et qui veulent avoir une vision globale des tendances dans le monde et sur certains marchés. Donc, l'étude, elle est disponible au tarif de 950 €. Donc, vous pouvez vous la procurer en me contactant directement ou en scannant le QR code de cette présentation qui renvoie à un formulaire de contact. Voilà, on peut passer du coup aux questions-réponses. Je ne sais pas si vous en avez. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat et qu'on y avait déjà répondu pour certaines. Ouais. Et les nouvelles, alors. Donc, je lis de Géraldine. Le consommateur comprend-il que cela n'a rien à voir avec la fermentation classique et ancestrale pour la fermentation de précision gazée?
Si je peux répondre, oui, non, 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 parce que je suis certain que la grande majorité d'entre nous, professionnels de l'alimentation réunis, ne peut pas répondre. Alors, parce que effectivement, ça n'est pas la fermentation classique, c'est un procédé technologique. Et moi, n'étant pas un scientifique, je laisserai les scientifiques de Protéines XTC en parler. Euh, mais donc non, ce n'est pas le même process que la fermentation. Ça part la même chose, hein, c'est de la fermentation, mais c'est pas du tout le même process technologique que la fermentation qu'on peut avoir pour obtenir un kéfir de fruits, un kombucha, un yaourt, une choucroute, une bière, voilà, etc. Ou du kimchi de coréen. Et il y a une deuxième question peut-être plus pour Audrey. Y a-t-il une opération Ciel Innovation comme vous le faites à Paris dans le reste du monde? C'est une très bonne question. Oui, absolument. Il y a un World Tour. Donc, chaque CIAL du réseau accueille effectivement son concours CIAL Innovation. Et d'ailleurs, tous les produits, les lauréats de CIAL Paris ou des autres CIAL voyagent à travers le monde avec ce qu'on appelle un World Tour. Donc, c'est ce qui donne la possibilité à l'ensemble du monde de voir les innovations lauréates. Tout à fait. Et si je peux me permettre, très bientôt, Ciel Canada, Ciel China, avec beaucoup, en tout cas côté Canada et en train de voir sur China, beaucoup d'innovation. Donc c'est ce qui moi, me rend optimiste sur les chiffres 2024. On voit beaucoup d'innovation. Merci tous les deux. Je crois qu'il y a une dernière question. A-t-on des données concernant les protéines issues des insectes dans l'alimentation? C'est un sujet qui fait débat. On nous a parlé il y a une dizaine d'années, on parlait que de ça, les insectes dans l'alimentation. Pourquoi les insectes? Parce que riches en protéines. Je dirais qu'on a d'autres manières culturellement compatibles d'aller chercher de la protéine. Notamment, on a parlé des légumineuses. Les légumineuses sont très riches en protéines. Et c'est plus, je dirais, gastronomiquement compatible, parce que c'est dans l'historique, c'est dans notre culture gastronomique. Les légumineuses, c'est quoi? C'est des haricots. Ben, c'est par exemple, on connaît les haricots depuis longtemps, les haricots Tarbais, hein, les mogettes de Vendée, c'est déjà dans notre culture de gastronomique. On connaît les lentilles du Puy, par exemple, etc. Donc voilà, les insectes, pas du tout. Non, les insectes, les touristes peuvent en manger sur le marché de Bangkok, peut-être. Oui, il pourrait y avoir un potentiel. Moi, je crois davantage au potentiel en termes d'alimentation animale, puisque quand on sait qu'à l'état sauvage, une truite, 70% de son alimentation est des insectes, je pense qu'il est plus intéressant de lui donner de la farine d'insectes à la truite que de la farine de truite, hein. Et voilà, donc je pense que le potentiel est plus dans l'alimentation animale que l'alimentation humaine. Ça peut être intéressant peut-être pour une alimentation véritablement spécifique dans des endroits où on manque de protéines. Voilà, mais je pense, moi, voilà, je suis très très réservé sur le potentiel des insectes dans l'alimentation humaine. Ok, dernière question du coup. Pour la procédure d'inscription au CIAL Innovation, faut-il commencer par l'inscription au salon? Plutôt en termes de procédure. Alors, oui, il faut être, il faut être inscrit au salon puisque seuls les exposants au CIAL Paris ou sur les autres CIAL peuvent candidater. Les candidatures sont déjà ouvertes. Nous avons revu la procédure d'inscription et donc l'avons simplifiée et c'est ouvert depuis le 21 février. Donc, vous pouvez, si vous êtes exposant, effectivement déjà candidater. Et d'autant que plus vite nous recevons les candidatures, plus grande est la communication autour du produit du produit sélectionné, puisque d'ores et déjà, nous avons tout un corollaire de communication autour de cette innovation.
J'espère que j'ai répondu. Je pense qu'on est bon. Du coup, on finit à midi tout pile. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce webinaire et du coup, normalement, vous recevrez un lien automatique pour le replay et on peut vous envoyer effectivement le support également. Merci à tous. Merci à tous. Merci Au revoir. et bonne journée.